10 ans. Depuis 10 ans, la librairie Lamartine crée des rencontres uniques entre auteurs et lecteurs. En 10 ans, nous avons eu le plaisir d'accueillir Pierre Assouline, Dominique Bonnat, Philippe Labro, Michel Fitoussi, Anne Goscinny, Jean-Christophe Ruffin et tant d'autres. Ces confidences, ces dialogues passionnants, ces moments intimes et privilégiés sont d'abord réservés à ceux présents. Pour les partager au plus grand nombre, j'ai décidé de créer ce podcast. Bonjour, je suis Jérôme Elmalek, le dirigeant de la librairie Lamartine. Bienvenue dans les rencontres Lamartine. Pour suivre notre actualité, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter en vous rendant sur notre site www.lamartine.fr et suivre notre page Instagram librairie_Lamartine. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents ce soir pour cette nouvelle soirée des rencontres Lamartine. Alors, ce soir, on a la joie et l'honneur de retrouver un auteur qui nous est précieux, d'autant plus qu'il est plutôt rare. Je veux bien évidemment parler de monsieur Jean-René van der Plaetsen. Bonsoir. Merci Stanislas et bonsoir à tous. Il n'y a pratiquement que des amis. Je suis très très heureux. Alors Jean-René, vous publiez cette année, quasiment aujourd'hui, aux éditions du Rocher, La vie à contre-courant. Alors qui n'est peut-être pas le livre qu'on attendait au départ, puisque après le succès des deux premiers ouvrages, que vous avez ici, La nostalgie de l'honneur, qui avait eu le prix Interallié et le prix Jean Giono, et Le métier de mourir, qui avait eu le prix Renaudot des lycéens, on s'attendait à ce que le nouveau livre soit une espèce de clôture de cette trilogie, on va dire, militaire. Alors, La vie à contre-courant est un petit peu ça, mais ce n'est pas ça, parce que vous avez décidé d'attaquer l'Everest à main nue et sans oxygène par la face nord, c'est-à-dire la grande némésis de la littérature française contemporaine, le recueil de nouvelles. J'étais parti pour faire un troisième tome, pour faire une trilogie un peu militaire. En fait, j'étais piqué au vif par le dictionnaire amoureux des écrivains français vivants qu'a publié Frédéric Beigbeder il y a 2 ans. Et dans la fiche qu'il me consacre, il termine en disant « Il faudrait quand même que Jean-René comprenne qu'il n'y a pas que les romans d'aventure, de guerre et d'armée. » Et ça m'a piqué. Et ça m'a même un peu énervé. Alors, donc du coup, je me suis dit, je vais laisser de côté mon 3e volume militaire pour ma trilogie, et je vais faire autre chose. Et il se trouve qu'on m'a proposé d'écrire des nouvelles à ce moment-là, donc je me suis lancé dans cette aventure. Les nouvelles, c'est un genre très différent du roman. Comme le dit très bien Éric Neuf dans sa préface, une nouvelle, c'est une histoire courte, avec surtout une chute. Il faut que la chute soit surprenante, soit tragique, soit humoristique, soit drôle, soit totalement inattendue. Donc c'est un exercice vraiment très très différent du roman. Il faut quand même prendre le temps d'installer une atmosphère, soit sur les caractères des personnages, soit sur les décors. Il y a beaucoup de nouvelles qui se passent en Normandie, par exemple, parce que la Normandie m'a beaucoup marqué. Il y a d'ailleurs quelques Normands régionaux de l'étape ici. Là, je vois les Moussac, je vois les Saint-Simon, voilà. Et donc, il faut créer une atmosphère, un décor et planter des personnages. Donc, je ne renonce en rien à faire ce 3e tome d'une trilogie, mais là, alors, que dire d'autre encore sur les nouvelles? J'ai essayé, parce que comme j'ai commencé à écrire très tard, alors que tous mes camarades de plume ont commencé à 20 ans, ils ont déjà 25 livres à leur actif, je n'en ai que 2, là c'est le 3e, donc je me suis dit, il faut que j'essaye de leur montrer, que j'essaye de les épater un peu. Je me suis dit, je vais essayer de leur montrer qui c'est JR. Et donc, j'ai essayé, je ne sais pas si c'est réussi, j'ai essayé de faire à peu près tous les types de narration possibles. Donc il y a le narrateur omniscient façon Flaubert ou Hemingway. Il décida de partir faire le tour du monde et elle pleura parce que c'était son cher mari. Ça, c'est le narrateur omniscient. Le narrateur qui dit « je », mais qui est une qui est une personne qui va parler d'une autre personne. Ce soir-là, je dînais avec un tel qui me raconta comment il devint milliardaire. Donc ça, c'est encore une autre façon de raconter une histoire. J'ai essayé aussi de les raconter de façon dialoguée. Il y a quelques nouvelles qui sont entièrement dialoguées. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus difficile à réaliser.
parce qu'à la fin, on ne sait plus jamais qui parle. J'en ai beaucoup parlé avec Amélie Nothomb de cette technique du dialogue, et elle me disait « Oh, tu t'emmerdes pas, tu fais 4 réponses, et puis un de tes personnages se resserre de l'eau ou se lève pour aller chercher une carafe de vin, et puis tu remets ton dialogue, 4 réponses, et puis de nouveau, voilà. Et comme ça, on sait qui parle. Mais c'est vrai que si vous mettez 12 à 15 réponses de suite, on ne sait plus qui est qui, et on ne peut pas dire reprit-il, si c'est 2 hommes, reprit-il, répondit-il, voilà. Donc, si c'est 2 hommes, on ne peut pas dire reprit-il ou répondit-il à chaque réplique. Donc, j'ai essayé de faire quelques nouvelles dialoguées. Vous me direz, puisque je vous connais tous, ce que vous en aurez pensé. Je me suis dit qu'il fallait aussi avoir la forme tenter un journal intime. Donc il y a une nouvelle, vous verrez, c'est un moine qui après sa prise de robe, qui explique dans son journal intime les raisons de sa prise de robe. Et là encore, c'est parti d'une histoire que m'avait racontée un moine que j'ai connu. Et ça me permet d'introduire une autre spécificité des nouvelles, c'est que soit c'est une pure œuvre de fiction, mais alors il faut vraiment avoir beaucoup d'imagination et une très bonne idée de chute, soit simplement la vie vous livre sur un plateau des histoires incroyables et vous les mettez en forme, vous les modifiez un peu pour pas qu'on reconnaisse nécessairement les personnages. Mais je déjeunais hier avec un écrivain que j'aime beaucoup qui s'appelle Philibert Hume, qui est aussi loufoque et fantasque que ses livres. Et il se trouve, au cours de la conversation, j'apprends que son grand-père paternel vit près d'Argentan. Or, il y a plusieurs nouvelles, là encore les régionaux de l'étape, là je pense au Moussac ou Saint-Simon et autres. Les gens qui vivent dans ce pays d'Argentan connaissent de tout temps une histoire absolument incroyable qui n'avait jamais été racontée, que j'ai racontée. Et c'est une nouvelle, une histoire vraie encore. Elle est tragique, elle est terrible, elle est impitoyable, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et Hume me dit « Ah oui, mais je la connais cette histoire, mon grand-père me l'a racontée. » Je dis « Oui, mais ton grand-père n'avait qu'à écrire la nouvelle. » Voilà. Et c'est ce qu'a fait d'ailleurs vous vous souvenez tous de Anna Gavalda et de son recueil de nouvelles « Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part ». Elle avait repris une histoire de chasse que tous les chasseurs ici connaissent. Elle l'avait un petit peu modifiée avec le sanglier. 2 gamins qui empruntent la voiture de luxe de leur père, enfin un Range Rover tout neuf, qui roule sur une route départementale, pend un sanglier, et ils se disent « Ah, c'est trop ballot de laisser un sanglier comme ça, ça peut nous faire peut-être quelques déjeuners ». Ils le mettent dans le coffre, le sanglier se réveille et il casse toute la voiture. Voilà. Ça, c'est une histoire de chasse. Elle a été la seule à raconter cette histoire dans une nouvelle, et comme elle a un immense talent, ça a très très bien marché. Voilà, donc là, mon histoire du cambrioleur dans la cheminée, vous verrez, c'est un peu le même principe. C'est une histoire vraie. Autre histoire vraie, c'est celle je ne dévoile pas à chaque fois la chute, hein, c'est celle du légionnaire devenu milliardaire. Il se trouve que j'ai dîné un soir avec cet homme, qui est un homme absolument prodigieux, que j'admire infiniment. Il est si riche que chaque 14 juillet, il loue le Crillon en entier, c'est une tradition, et les légionnaires qui ont défilé sur les Champs-Élysées ont table ouverte pendant 24 heures au Crillon. Moi je dis, c'est la classe. Et il n'oublie pas ce qu'il doit à la Légion, et ce qu'il doit à la France, parce qu'évidemment il est étranger. Et donc j'ai raconté son histoire, j'ai modifié certaines choses pour pas qu'il se reconnaisse, et pour que les lecteurs ne le reconnaissent pas, mais l'histoire est purement véridique. Voilà. Donc quand la vie vous apporte sur un plateau une aussi belle histoire, il faut se... Voilà, c'est ce que disait Lazareff et Bernard Grasset, quand une idée est dans l'air, il faut se dépêcher de la saisir. C'est valable dans le journalisme, c'est valable dans le roman et dans la nouvelle. Alors vous l'aurez compris, il y a beaucoup de choses dans ce livre qui n'est pas
d'apparence, voilà, on est sur un format d'à peine 200 pages, mais chaque nouvelle est un univers à elle toute seule, alors, il y a des thèmes qui reviennent, des thèmes qu'on avait abordés déjà sur les précédents ouvrages, bien évidemment, mais avant de s'enfoncer un petit peu dans ce recueil de nouvelles, alors déjà, c'est très marrant parce que quand on lit le livre, on se dit ça c'est vrai, ça c'est pas vrai. En fait, il y a quelque chose de l'écriture qui fait qu'on bascule dans la fiction, on se dit ça c'est une histoire. Et en fait, ce que vous venez de dire, moi par exemple, typiquement l'histoire de la cheminée, j'étais sûr que c'était totalement inventé en fait. Ah oui, non, c'est totalement vrai. Et alors que l'histoire du vieil adjudant est totalement inventée. Voilà. Et tout le monde pense qu'elle est réelle. Et donc ce recueil de nouvelles a plusieurs caractéristiques. Alors la première chose que je voulais voir, alors on avait évoqué ensemble, c'est d'abord le recueil de nouvelles en français, c'est quand même d'auteurs français, c'est quelque chose de peu fréquent. C'est un genre qu'on s'est un peu fait piquer par les Américains, qui eux continuent à polir les grands recueils de nouvelles régulièrement. Ça fait partie de l'apprentissage. Avant d'écrire un roman, on écrit un recueil de nouvelles aux États-Unis. En France, tout de suite, c'est le grand roman. Ça, la nouvelle, on s'en fiche. Enfin, maintenant, en tout cas. Et donc, c'est un grand plaisir de retrouver cet art, et notamment de la nouvelle à chute, parce que c'est ce que vous évoquez. Chaque nouvelle que vous avez ici dans le livre a une chute qui est une vraie chute. C'est-à-dire que vous finissez la nouvelle, vous restez un peu comme ça, soit vous riez, soit vous pleurez, soit il y a une chute où on se dit « oh !» sur ça. Et ça, c'est pas non plus une caractéristique. Il y a beaucoup de recueils de nouvelles sans chute. Sur ça. Ce qui m'a frappé aussi, c'est le fait que toutes les nouvelles sont très très ramassées. En fait, c'était une volonté dès le départ, parce que voilà, on est sur 12 nouvelles, le livre fait 16 nouvelles. Et le livre fait à peine 200 pages. Oui. En fait, première partie de votre réflexion, il est vrai qu'il y a malheureusement il n'y a pas une grande tradition de la nouvelle en France. On peut dire Maupassant. C'est pour ça que tous les articles de journaux disent, parce qu'en plus beaucoup d'entre elles se passent en Normandie, disent ah oui, il écrit comme Maupassant. Bon, j'en suis pas tout à fait sûr. Mais Beigbeder, encore lui, a terminé son dernier papier en disant maintenant il faudrait qu'il écrive Bel-Ami. Voilà. Beigbeder me suit toujours, quoi qu'il arrive, et voilà. Et Maupassant, bien sûr, Paul Morand. Paul Morand, c'est lui qui invente pratiquement l'art de la chute systématique, très grand nouvelliste. Aux États-Unis ou en Angleterre, il y en a beaucoup. Regardez Somerset Maugham, qui a dû écrire pas loin d'1 millier de nouvelles. Henry James également, pour les Anglais. Et puis chez les Américains, alors là, c'est la grande classe. Il y a Hemingway, il y a Fitzgerald, il y a Herman Faulkner, Herman Melville, plus proche de nous, Raymond Carver, qui a lancé l'école du Montana. Donc, les Américains ont les short stories, et ça marche très très bien aux États-Unis. Curieusement, chez nous, ça se vend pas tellement. Donc, merci d'être là ce soir pour garantir soutenir la cause. Voilà, pour soutenir la cause, parce que la nouvelle en France, ça marche pas trop. Alors aujourd'hui, il y a un très grand auteur de nouvelles dont je vous recommande la lecture, mais qui est un homme très secret, très humble et très modeste, et qui ne passe à peu près jamais dans les émissions ni nulle part. Il s'appelle Georges-Olivier Château-Renaud, surnommé Gok, et lui écrit à peu près tous les 2 ans un recueil de nouvelles. Et c'est absolument remarquable, parce qu'il a un imaginaire à la fois à la Dan Brown et à la Dracula, quoi, voilà. Et alors, pourquoi des toutes petites nouvelles ? Alors, oui, parce que je me suis dit que si on variait les styles de narration, il fallait aussi essayer de varier les distances. Donc, il y a des nouvelles qui font 5 pages et il y en a qui en font 30. Ma préférée, c'est la dernière, celle qui donne son titre au recueil, La vie à contre-courant. Parce que nous avons la chance, avec Amélie et Arnoux, d'avoir une maison dans la vallée de la vie. Dominique Bonnat me disait il y a quelques jours, mais je croyais que c'était une de tes inventions, la vallée de la vie. Et je lui ai dit, non, Dominique, tu sais, c'est une vallée qui existe, et il y a une rivière de la vie qui va se jeter dans l'océan Atlantique. C'est une des 3 vallées de l'Orne, avec Charles-Henri, avec la vallée de la Dive et... Non, la Touques, voilà, c'est ça, la Touques. Voilà, donc tout ça... et donc ça, c'est l'histoire d'un... C'est l'histoire d'un vieux colonel en retraite qui est très désabusé, très marri de voir ce que devient le pays. Je pense que beaucoup de Français
se reconnaîtront en lui. Il ne comprend pas comment les Français ont pu élire ce jeune homme à l'Élysée. Et puis il est très déçu par sa fille et son gendre. Et il vit dans une maison là-bas qu'on appelle le Fort aux Anglais, parce que ça a été pris par du Guesclin aux Anglais, puis repris par les Anglais, puis repris par les Français, etc. Et cette maison appartient à un ami. Et je lui ai demandé l'autorisation de prendre sa maison pour décor. Il m'a dit oui, évidemment. Je lui ai quand même lu la nouvelle une fois qu'elle était finie. Et donc cet homme est tellement déçu et triste de voir ce qu'est le pays qu'il se dit bon, il faut que je m'en aille. Et en fait, je me suis servi de Jean Raspail pour imaginer cet homme. Jean Raspail, qui est un écrivain que j'aimais beaucoup, que j'ai hélas trop peu connu. Je l'ai connu sur la fin. J'osais pas en fait lui écrire. J'osais pas aller vers lui. Et puis c'est par hasard que j'ai fait sa connaissance. Et on s'est beaucoup vu sur les 2-3 dernières années de sa vie. Et j'en parlais récemment avec un ami qui connaissait bien Jean Raspail, et je lui demandais, à ton avis, comment Jean Raspail aurait-il fini cette nouvelle? Et il m'a répondu, il aurait fait sauter le château. Voilà. Bon, ce n'est pas ma chute. Vous verrez, ma chute est très différente. Mais voilà, donc c'est pour vous dire qu'une nouvelle... D'ailleurs, on sent bien quand la nouvelle est réussie, si on en garde un petit souvenir, c'est comme dans un concert, si à la fin de la dernière note, il y a un silence de 1 ou 2 secondes, ou 3 secondes, c'est que le concert a été réussi parce que les gens sont sous le choc. Et puis, ils réalisent que c'est fini. Donc, si dans une nouvelle, on obtient cet effet-là, c'est que c'est gagné, quoi. Alors, je pensais vraiment qu'il mettrait le feu au château aussi, en fait. Alors, il y a une chose que vous n'avez pas évoquée, c'est qu'il y a quand même 2 temporalités dans cette série de nouvelles, puisqu'il y a 2 périodes d'écriture. Oui, alors, ça, pour les amateurs de la chose littéraire, il y a 4 nouvelles qui ont été écrites au début des années 1990. Et la première, notamment, qui était très ambitieuse, puisque je m'inspirais, c'était un clin d'œil, les spécialistes l'ont tout de suite vu, c'était un clin d'œil à la fois à Arthur Rimbaud et à Lautréamont, donc vous voyez un peu où je me plaçais. Et puis comme cette nouvelle n'a eu absolument aucun retentissement ni rien, je me suis dit, bon, c'est peut-être pas tout à fait... j'ai peut-être pas le talent d'Arthur Rimbaud et de Lautréamont. Donc je vais d'abord essayer de devenir journaliste, ce que j'ai fait. Et puis, je ne le regrette pas. Et puis j'ai été rattrapé quelques années plus tard par le désir d'écrire vraiment des livres. Mais donc ces 4 premières nouvelles, en fait je les renie un petit peu, mais elles permettent de voir une évolution. C'est-à-dire que ce sont sans doute les plus personnelles de cette époque-là, mais... tous les autres personnages qu'on voit apparaître par la suite, qui ne sont jamais moi, mais ils disent sans doute beaucoup de moi parce qu'ils m'ont beaucoup touché et que j'ai pris la peine de raconter leur histoire. Par rapport à ces deux parties, on en avait parlé ensemble avant que je lise le livre. Moi, je trouve que ces premières nouvelles tout est là pour la suite. Tout n'est pas dans la forme que va prendre la suite, mais tout est là dans la suite. Il y a quand même cette phrase formidable qui est « Comment affronter des années sans légende lorsqu'on ne déteste pas l'héroïsme ?» Ah bah oui, magnifique. Oui. Mais ça, c'est la fréquentation de mon grand-père qui fait que je pense que l'héroïsme est fondamental et c'est vrai que nous traversons une période un peu molle, même si on sent bien que l'orage arrive. Hein, on sent bien que les nuages s'amoncellent et donc peut-être que l'héroïsme va revenir à la mode. Voilà. Mais oui, alors donc, j'en ai parlé avec Bec BD. Il y a 3 nouvelles seulement sur le monde militaire. Un soldat qui monte la garde dans un mirador au Liban Sud. Alors ça, c'est directement inspiré de ce que j'ai connu, puisque tous les 3 jours, une garde dans le mirador. Et il y en avait un qui était dangereux, qui s'appelait Sierra 3, parce que les militaires sont toujours très très habiles, donc sentinelle, là, je vois le général Dandoc qui est là, donc Sierra 3 parce que sentinelle 3, hein,
Et donc ce mirador-là était très dangereux, il était loin de tout et il était face à une colline où on pouvait vraiment se prendre une balle à n'importe quel moment. Donc je raconte la vie d'un soldat, fils de boulanger, apprenti boulanger, et qui s'engage dans les troupes de marine et qui se retrouve au Liban. Il se demande ce qu'il fait là au cours d'une nuit. Et puis il y en a une autre que j'aime vraiment tendrement, qui s'appelle Le vieil adjudant, parce que je trouve qu'on rend pas assez hommage aux sous-officiers. Toute la gloire va toujours aux officiers et pas aux sous-officiers. Or, ayant été soldat de seconde classe seulement, j'ai pu constater que sans les sous-officiers, il n'y a pas d'armée française. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs l'armée russe n'est pas foutue de battre l'armée ukrainienne, c'est qu'ils n'ont pas de corps de sous-officiers. Nous avons cette chance en France d'avoir ces magnifiques personnages que sont les sous-ofs. Et puis, la caricature de l'adjudant de compagnie, c'est complètement faux, parce qu'on peut être adjudant aujourd'hui à 35-38 ans. Et donc dans la force de l'âge, mais avec déjà l'expérience que n'a pas le jeune lieutenant. Et de ce point de vue-là, le film et le roman de Schoendorfer, la 317e section, est absolument prodigieux. Il montre comment un sous-off, qui a fait toutes les guerres, puisque c'est un ancien malgré nous, qui a été engagé dans les armées hitlériennes, et qui se retrouve en Indochine avec un jeune lieutenant, qui est pas bon à grand-chose en fait, et qui connaît rien à la guerre. Et c'est le sous-off qui commande. Et j'ai souvent vu ça chez les chasseurs alpins, notamment dès qu'on partait en haute montagne. Donc voilà, cette nouvelle de Le vieil adjudant, mon éditeur, quand il l'a lu, m'a envoyé un mail en me disant qu'il avait pleuré en la lisant. Donc je me suis dit, comme c'est un vieux briscard, celle-là, elle est peut-être réussie. Voilà. Il m'a pas dit ça pour les autres. Voilà. Alors il y a une chose aussi que je trouve qui traverse beaucoup le livre. Vous avez évoqué la Normandie, mais on pourrait dire que ce livre est quand même souvent de savoureux paradoxes, parce que effectivement, il y a des nouvelles très sur la province. Et en même temps, c'est un livre où vous évoquez magnifiquement Paris. Ah bah, je suis parisien d'abord, et j'ai toujours vécu à Paris, et mes parents sont du quartier, mes grands-parents l'étaient, mes arrière-grands-parents aussi. Je crois que mon arrière-grand-mère a acheté son appartement haussmannien sur plan, comme on dit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle a acheté son appartement avant même qu'il soit construit. On n'a rien inventé, hein, ça se faisait déjà au 19e. Et oui, mais je m'aperçois que les histoires parisiennes, en fait, tous les écrivains écrivent des histoires parisiennes. Mathilde m'a quitté ce matin, je suis très triste, je vais appeler Inès ce soir. Et voilà. Et ça, c'est le début d'un roman typique, germano-pratin. C'est exactement ce que je n'aime pas, et c'est exactement ce que je n'ai pas voulu faire. Donc, j'ai trouvé que la province était un ancrage. D'abord, je pense que ça parle à plus de gens. Et puis, je trouve que ce qui se passe en province aujourd'hui est plus intéressant que ce qui se passe à Paris. Et dans une des nouvelles qui se passe en Normandie, je fais dire au narrateur, le narrateur dit en substance, je suis convaincu que si Balzac vivait aujourd'hui et qu'il devait réécrire Splendeur et misère des courtisanes ou Les illusions perdues, Rastignac et Rubempré ne monteraient pas à Paris pour le conquérir, mais ils quitteraient Paris pour aller conquérir la province. Et d'ailleurs, j'observe que dans la jeune génération, nos enfants sont beaucoup plus ouverts à l'idée de repartir en province pour avoir une vraie vie normale, et pas la vie débile qu'on mène à Paris. Voilà. Pardon pour les Parisiens de souche, mais comme je le suis aussi. Un autre des savoureux paradoxes, c'est qu'on a affaire souvent à des personnages solitaires, mais il y a une grande... les nouvelles sont aussi très traversées par l'esprit de groupe et l'esprit de camaraderie. Ah ouais, de toute façon, on ne se refait pas. Comme j'ai été pensionnaire chez les Jésuites, puis soldat, c'était les périodes les plus heureuses de ma vie, avec mon mariage, bien sûr. Hein, mais c'est vrai que j'aime la vie en communauté, j'aime ça. J'aime les dîners de copains, j'aime
et de copines qui accompagnent leurs époux. J'aime ça. On ne se refait pas, j'aime cette espèce de sociabilité. Donc il y a plusieurs nouvelles qui se passent au cours de dîners. Enfin, je ne vous décris pas le menu parce que ça n'a aucun intérêt, mais un dîner permet de rythmer la progression de la nouvelle. Parce que il faut bien trouver quelque chose pour faire avancer le mouvement. Donc ça peut être un dîner dans un manoir Augeron. Charles-Henri de Moussac reconnaîtra l'un de ces manoirs. Et ça peut être un dîner parisien. Et là, tous mes amis parisiens reconnaîtront les lieux. Alors, on pourrait croire aussi de prime abord que c'est un recueil de nouvelles plutôt masculin, parce que tous les personnages centraux sont des hommes, mais il y a une sacrée galerie de personnages féminins. Ah bah oui, mais l'homme sans la femme se laisserait complètement aller. Et irait boire des verres avec ses copains. Donc heureusement qu'il y a les femmes, et heureusement que les hommes aiment les femmes, parce que... Donc oui, c'est vrai que les personnages féminins sont souvent en surplomb. Ils sont souvent un peu la conscience des personnages masculins, un peu les anges gardiens. Et quand ils ne sont pas en surplomb, ils sont très présents dans la mémoire. Et donc, voilà, mais j'ai surtout voulu montrer des personnages qui ne sont pas tellement contents dans leur époque et qui ont des vies, des existences qui ne ressemblent pas à celles des autres. Il y a une nouvelle que j'aime bien, c'est celle d'un guide de haute montagne. Et je ne raconterai pas la chute, mais ce guide de haute montagne est très perturbé et blessé parce qu'il constate régulièrement que dans ces montagnes qu'il aime tant, il y a des voyous qui viennent déceler les calvaires, faire tomber les croix, les peinturlurer avec des dessins sataniques et autres. Et donc il décide, et ça c'est une histoire vraie, et il décide de les redresser, de les restaurer. Et donc une fois par semaine, il prend son sac à dos avec un bidon d'eau, du sable, du ciment, voilà, et puis il va restaurer les croix en haute montagne. Je tairai la chute. Voilà, mais c'est une de mes nouvelles préférées aussi. Mais effectivement, et tous ces personnages, il y a ce sentiment un peu de désillusion ou de nostalgie qui peut effectivement traverser le livre, mais ne vous attendez pas non plus à un livre plombé, parce qu'il y a beaucoup d'humour, en fait. Il y a deux choses. D'abord, il y a beaucoup d'humour, et tous ces personnages ne se laissent pas happer par cette désillusion. Il y a quand même l'appel du panache, il y a l'appel de l'engagement, en fait, qui est toujours en sous-jacent ou présent. Ben oui, parce que, et ça c'est la partie de ma vie décrite dans les précédents livres, c'est, oui, je crois à la noblesse de l'engagement. Je pense que si on... Il y a une phrase que j'aime beaucoup dans La Grande Illusion, c'est quand Pierre Freinet, qui joue le capitaine de Boldieu, dit à un sous-officier allemand qui veut lui fouiller sa valise, et il lui tape sur les mains et dit « On fait la guerre, mais on la fait poliment. » Voilà. Et ben, on fait la guerre, on la fait noblement. C'est aussi simple que ça. Et si on ne la fait pas noblement, heureusement, dans l'armée française, il y a un rituel et une grande éducation. Donc, je pense qu'on fait bien la guerre. Nous, en tout cas, on l'a fait noblement, ce qui n'est pas le cas des Russes, assurément. Et puis de tant d'autres. Et puis il y a parfois des dérapages, évidemment. Mais oui, je suis un peu. Je préfère quand l'homme est grand que quand il est banal, quoi. Voilà. Donc, et tous ces personnages ne sont pas banals, même s'ils sont humbles, modestes et discrets. Ils ne sont pas banals. Ils sont tous un peu baroques. Voilà. Merci beaucoup. Merci Stanislas. Alors, est-ce que vous auriez une question? Tu nous as dit ta nouvelle préférée, c'est ton personnage préféré. Je crois que j'aime beaucoup le guide de haute montagne, celui qui redresse les croix. Et voilà. Et Jean-Christophe Ruffin m'a dit que c'était la plus belle. Je n'en suis pas sûr, mais chacun
a un point de vue différent. C'est ça qui est intéressant dans les nouvelles, c'est que on a plein de petits romans en un seul, quoi. Voilà. Et puis surtout, ça va vite. Et voilà. Voilà. Bon. Eh bien, on va pouvoir passer à la séquence de dédicace. Je vous demanderai juste de replier vos chaises, s'il vous plaît. Merci beaucoup. J'allais dire rédaction, mais oui, il a déjà bien servi. Oui. Merci à tous les auteurs qui nous font confiance pour ces rencontres, ainsi qu'aux maisons d'édition et à l'équipe de libraires qui s'investit énormément dans ces rencontres pour en faire des moments de partage et de plaisir. Merci à la maison de chocolat Damiac dont le soutien a permis la création de cette série. J'espère que cet épisode vous a plu. Le prochain sera consacré à Pierre Gagnère autour de son livre « Pierre Gagnère en cuisine ». À bientôt.